Bonjour à tous, donc nous revoici pour un nouveau live. Écoutez, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Donc j'espère que la communication sera meilleure que la dernière fois parce qu'elle était quand même très hachée, paraît-il, et j'ai bien compris que ça avait beaucoup gêné certains d'entre vous. Bon, enfin, je sais que on a travaillé dessus cette semaine pour que la communication soit bien meilleure. Et j'espère que c'est le cas. On envisage même de faire un peu d'investissement pour qu'elle soit encore un peu supérieure, mais nous vous en parlerons ultérieurement. Euh, En fait, on s'aperçoit que les 45 minutes à tenir, c'est rapide. Donc, bonjour à tous, puisque je vois qu'il y en a beaucoup qui disent bonjour. Merci et bonjour à tous, évidemment. Je voulais vous faire quelques petites informations également, vous donner quelques petites informations, vous faire part également, disons, des informations que j'ai récoltées cette semaine, vous faire part également de la publication d'un document par Santé publique France qui donne une information très intéressante sur le nombre de cas en France actuellement atteints psychologiquement par cet état de stress post-traumatique. Et puis vous dire un mot également d'une tribune que je viens d'envoyer aujourd'hui sur toute la presse française. Bon, pour l'instant, on n'a que quelques retombées, mais j'espère que cette tribune va faire parler d'elle parce que je vais vous donner ma position sur la question du thermalisme du gouvernement par rapport au thermalisme qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur de la situation. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que vous serez mes ambassadeurs et mes témoins les plus adaptés pour ce message. Je vous dirai un mot également de la cellule d'écoute dont je vous avais un peu parlé la semaine dernière, et on commentera un petit peu le confinement sur l'inspiration et puis bien sûr je répondrai à vos commentaires. Du coup, relaxation, je ne sais pas si j'en ferai une parce que je pense qu'on va manquer de temps. Peut-être qu'on prendra 10 minutes à la fin si on peut pour faire une mini relaxation si je ne suis pas débordé par le temps. Quelles informations donc cette semaine? Alors, j'ai pas écouté là ce soir, c'était à 16h je crois, les propos de notre Premier ministre. Je crois simplement que j'ai simplement vu à l'instant qu'il voulait que dans le métro et les transports en commun, seuls les travailleurs avec attestation puissent circuler, ce qui me paraît compréhensible. Pour le reste, j'ai pas beaucoup d'informations, donc peut-être que vous êtes plus en actualité que moi. Par contre, j'ai donc un document très intéressant là, qui vient de Santé publique France que j'ai reçu il y a 1 heure. J'ai pas eu le temps de le lire, mais ce que j'ai entendu, parce que j'étais en contact avec une journaliste de La Croix qui m'a interviewé et elle m'a fait part de cette information que 26% des Français auraient présenté un état de stress en rapport avec le Covid, un état de stress qui les aurait gênés. Vous voyez, donc une personne sur 4 se plaint d'avoir eu un état d'anxiété assez importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que le nombre de patients aujourd'hui aurait un peu diminué, puisqu'on serait à 21,5% des patients qui seraient atteints. Je suis en train de lire le document le temps que je vous parle. Il y a une petite baisse de la prévalence de l'anxiété très récemment, mais ça ne dit pas ce qu'il en est des gens qui sont, des 21% justement, qui sont dans la chronicité. Parce que quand on est en état anxieux pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est pas très grave. Mais si, effectivement, vous avez 5 ou 6% qui s'en vont et qui sont plus malades, mais que vous en avez 21% qui restent et eux qui continuent à être malades, dans le temps, évidemment, la pénibilité de la maladie devient beaucoup plus difficile à supporter et gênante. Donc, c'est peut-être l'élément qui va manquer dans cette publication, accélérée d'ailleurs, qui a été faite sur 2 enquêtes en fait, une enquête le 23-25 mars et une enquête le 30 mars et le 1er avril, donc c'est quand même une enquête déjà un peu ancienne. En tout cas, on voit bien qu'il y a beaucoup de réactions anxieuses. Je lisais un article sur les conséquences du Covid en Chine, à Shanghai exactement, et il montrait que 35% des gens avaient des réactions psychologiques pénibles et 5% avaient des états dépressifs sévères. Vous voyez, donc on a quand même de plus en plus de données qui montrent quand même la réalité d'une souffrance psychique.
Et puis, j'avais un autre article également intéressant qui a été publié dans une grande revue américaine, la plus grande revue américaine et même mondiale, qui s'appelle The Lancet. Et cette revue a récupéré 3166 articles. Vous voyez, c'est un paquet d'informations qui parlent tous de la question des quarantaines et des situations de confinement comme on l'a vécu. Et ils disent qu'effectivement, dans de nombreux cas, sur une durée de 3 ans, on peut avoir des stress post-traumatiques importants et des états dépressifs réactionnels, des états de colère également, des états de colère et des états de confusion qui sont également répertoriés. Voilà un petit peu les informations récentes que j'ai qui vont bien dans le sens de ce qu'on ressent, c'est-à-dire que la maladie psychique est là, qu'elle est présente, qu'elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas anodine et qu'il faut faire attention à se prendre en charge, à se protéger, à se traiter, à se faire traiter comme il le faut. Alors, vous savez, toutes les semaines, je fais une tribune actuellement que j'envoie dans la presse française. Elles sont parfois reprises, généralement elles sont toujours un peu reprises. Et cette fois-ci, j'ai eu une intuition assez forte ce week-end sur le fait de parler de la médecine thermale. Et en fait, le raisonnement, je vais vous l'expliquer en 2 minutes, enfin en 5 minutes, disons. Je pourrais presque vous lire le document qui doit être beaucoup plus long à lire. Ça passe en quatre niveaux. Le premier niveau, c'est de dire que finalement les gens aujourd'hui sont plutôt moins bien, et ils ont besoin de soins, et aujourd'hui on a de plus en plus besoin d'avoir accès à plus que la médecine ambulatoire, c'est-à-dire plus que le médecin généraliste ou l'ordonnance par internet ou voilà. Donc aujourd'hui on a besoin des structures hospitalières. Et heureusement, les cliniques, les hôpitaux fonctionnent. Et aujourd'hui, on accueille, enfin nous, notre clinique, elle se remplit, elle n'est pas complètement remplie, mais elle se remplit bien. Et on sent bien que le mouvement, voilà. En plus, on n'a aucun cas de Covid, tout se passe très bien. Au pire, de toute façon, on a un petit service qui permet de recueillir les patients qui seraient positifs. Bon, donc, et on surveille les malades matin et soir pour être sûr qu'ils n'ont pas la maladie, et on les surveille à l'entrée, on fait des tests à l'entrée, etc. Bon. Donc tout ça est bien sécurisé. Donc dans les cliniques, dans les hôpitaux, ça fonctionne et ça tourne, et les malades sont quand même pris en charge aujourd'hui, et c'est une très bonne information, une très bonne chose. Donc le deuxième niveau de mon information, c'est 2 poids, 2 mesures. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Parce que les hôpitaux, les cliniques, elles fonctionnent, et l'État considère qu'il ne peut pas les arrêter. Par contre, les thermes, elles ne fonctionnent pas. Vous le savez, puisque beaucoup d'entre vous sont au courant de la fermeture des thermes et s'en plaignent. Alors, pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? C'est pas très clair, au fond. Hein. Pour quelles raisons, finalement, là où les cliniques sont autorisées à fonctionner, sont capables de gérer les croisements de malades, les thermes n'en sont pas capables. Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'humidité, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, que l'humidité serait favorable à l'extension des germes, la multiplication des germes. Pas du tout, c'est l'inverse. C'est-à-dire l'humidité, plus il y a d'humidité, plus il y a de disparition des germes. Voilà, donc le seul problème des thermes, c'est le problème des croisements entre les gens, ou alors éventuellement de la multiplication des gens dans un même lieu, comme par exemple la piscine. Donc, soit on autorise dans les piscines très peu de monde, par exemple 4-5 personnes maximum, en sachant qu'ils sont espacés à ce moment-là de 4 mètres carrés, hein, puisque 4 mètres carrés, c'est la distance qui est recommandée, soit, voilà, même plus de 4 mètres carrés, semble-t-il. Donc, soit on prend 4-5 personnes à la fois, et pareil, un peu dans tous les soins, on réduit le nombre pour qu'il n'y ait pas d'attente, voilà, on fait un truc très, très structuré en timing. Mais on sait faire, hein, on n'est pas. Aujourd'hui, les écoles sont capables d'organiser l'arrivée de 15 élèves par classe. Je pense qu'on est capable, nous aussi qui sommes soignants, contrairement aux écoles, on est capable de le faire encore un peu mieux. Bon. Et c'est encore plus vrai pour tous les commerces et toutes les grandes surfaces qui ont bien réussi à gérer le Covid tout en fonctionnant pendant les 2 derniers mois. Donc, il faut quand même pas quand même considérer que tout ça, il faut nous materner en permanence et nous faire croire qu'on est des gens incapables de faire tourner une entreprise avec intelligence et avec maîtrise. Donc oui, c'est choquant. Moi, je le dis franchement, aujourd'hui, c'est très choquant qu'il y ait 2 poids, 2 mesures et que finalement, aujourd'hui, nos patients thermaux ne puissent pas accéder aux soins. Alors, je reprends un autre argument qui est de dire, ben, finalement, oui, le thermalisme est considéré comme une médecine secondaire qui n'a pas une grande importance, qui est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'image que ça donne, tout ça, hein, que finalement, la médecine, c'est pas fondamental, hein, et qu'on peut s'en passer, et que médecine thermale, c'est pas très grave. Eh bien, je me rappelle, et c'est d'ailleurs été
pour moi, le temps fort de ce qui m'a poussé à faire ce message, à envoyer ce message, c'est une réflexion de mon maître, le professeur Jean-Pierre Ollier, grand psychiatre parisien, qui est à Sainte-Anne, chef de service, qui a dirigé une unité de recherche, etc., bon, qui était membre de l'Académie française de médecine, etc. Eh bien, ce professeur vient régulièrement à Saujon parce qu'il nous suit beaucoup et aussi, enfin, il pense que nos actions sont très, très importantes et intéressantes. Et il nous suit aussi parce que tous les 2 ans, on fait ensemble un grand congrès médical à Saujon, qui réunit 300, 400, 500 médecins tous les 2 ans. Et lors d'une récente visite, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 3 ans, je pense, il m'avait fait cette réflexion. Je lui disais, voilà, vous voyez, professeur, voilà, là vous avez la clinique du Parc, là vous avez la clinique Hippocrate, et puis pour les gros malades, et puis là vous avez des termes, c'est pour les petits malades. Ah bon? Il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ça n'existe pas, les petits malades. Et c'est lumineux. Ça n'existe pas, les petits malades. Arrêtons avec la petite médecine thermale et la grande médecine hospitalière. C'est n'importe quoi. Nous sommes tous, quand on est malade, on est tous malades. Qu'on soit petit ou grand, on est malade. C'est un statut, la maladie. Je suis malade, je ne suis pas malade. Aujourd'hui, je suis bien portant. Je ne suis pas malade. Je ne suis même pas un petit malade. Je suis bien portant. Mais si demain, je suis angoissé, je ne dors pas la nuit, que j'ai des coups de pompe, que je n'ai pas l'énergie pour me lever, pour travailler, que j'ai des douleurs dans le dos toute la journée, etc., eh bien, je suis malade. Mais je ne suis pas un petit malade, je suis malade. Voilà. Alors arrêtons de jouer avec les mots, jouer avec les concepts. La maladie, c'est une chose et elle n'est pas négociable. Voilà. Donc mon message, il est là. Il faut arriver à ce que ce soit entendu. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort avec les politiques, avec les journalistes pour qu'ils entendent un peu ce message. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à relayer cette information, car je pense qu'elle est fondamentale. Le thermalisme, c'est de la médecine. Et au titre de la médecine, elle n'a pas à prendre des gants à la puissance 10, là où la médecine n'en prend pas ailleurs, pour soigner les gens. Donc maintenant, je pense qu'il faut changer de débat. Il faut qu'on arrête de dire on verra plus tard, un jour peut-être, ça ouvrira, etc. Non, maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des petits joueurs ou des petits amateurs. On est tout à fait capable de gérer nos centres thermaux, d'assurer la sécurité des patients dans les termes. Et nos malades ont bien évidemment grandement besoin, ils le disent régulièrement dans nos Facebook Live et autres, les malades ont grandement besoin de ces soins. C'est pas d'une partie de plaisir, ils viennent pas pour se faire plaisir ou pour s'amuser, c'est pas des vacances, c'est de la réalité de la prise en charge de leur état anxieux. Et je dis aussi dans ce courrier que finalement, ne pas permettre aux patients de venir en cure thermale, c'est leur enlever une chance de solution thérapeutique. C'est une perte de chance. Et ça, c'est très grave. C'est presque un scandale d'empêcher les gens de pouvoir accéder à une prise en charge quand ils en ont besoin, quand ils ont le sentiment légitimement que cette prise en charge pourrait leur faire du bien. Si on déconfine tout. On n'a pas de raison de déconfiner certains métiers et pas d'autres. Voilà. Donc, je pense que là, il y a quand même besoin de faire attention à respecter cette organisation. Alors, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment rester à la question de l'aspect médical, parce que l'aspect économique, aujourd'hui, on ne peut plus en parler, mais c'est un problème. Je comprends, ce n'est pas un problème ni des curistes ni du gouvernement, mais le problème des curistes et le problème des soins thermales, c'est de permettre aux gens malades de pouvoir se soigner, parce que, et eux et nous, on croit que ça leur fait du bien. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut passer comme message. Voilà. Et à la fin, j'exprime même mon écœurement de la situation. Et je dis que finalement, j'ai un peu honte, pour être honnête, de ne pas, je moins honte parce que je me bats aujourd'hui pour ça, mais j'ai un peu honte au fond, c'est ça qui m'est arrivé ce week-end, je crois, de me dire, on ne fait rien pour tous ces gens. Voilà. Et personne ne bouge, personne ne se bat véritablement. Voilà. Eh bien, bien sûr qu'il y a des entreprises à faire vivre, des emplois à protéger, mais il y a aussi des malades à soigner. Et ça, c'est quand même le cœur, le fondement de notre action dans nos centres thermaux. Voilà. Donc, je rappelle aussi dans ce poste que le thermalisme va se retrouver extrêmement utile et précieux quand on va être en période de post-Covid, parce que tout ça aura créé beaucoup de traumatismes psychologiques. Et on aura certainement besoin de centres, justement, qui ne sont pas des centres lourds comme des hôpitaux ou des cliniques, où les pathologies sont plus sérieuses et plus sévères,
peut-être effectivement en termes d'intensité. Hein, et donc, on aura besoin de lieux justement moins stigmatisants par rapport à des maladies spectaculaires, disons. Et je pense que les cures sont très adaptées pour ça, surtout si, comme on va bien sûr travailler dessus, on y prépare des ateliers de préparation pour sortir de cet état de confinement pénible, pour être dans une situation un peu de résilience. Et c'est cette dimension de la résilience, de la modification, du travail, si vous voulez, sur les mauvaises défenses qu'on peut mettre en place quand on est attaqué, comme on l'est actuellement par ces stress qu'on nous fait subir, qu'on subit, parce que c'est la vie qui nous fait subir ça. Eh bien, il est certain que quand on aura quand les patients viendront dans nos cures, il faudra absolument qu'on mette en place des programmes qui leur permettent de réduire leur niveau de stress, d'augmenter la performance de leur réaction et leur état de résilience. Voilà un petit peu un point sur lequel je voulais vous parler. Vous lirez dans la presse, je pense que vous aurez dans les prochains jours, là j'ai une interview là, locale, par une radio locale, donc ça je ne pense pas que vous ayez accès, mais sauf les personnes locales sur Radio Demoiselle, mais j'ai un article là, qui va sortir sur alors je ne sais plus, enfin peu importe, ça me reviendra peut-être un peu plus tard, mais qui sortira que malheureusement c'est un article qui est prévu, c'est un hors-série sur le stress qui est prévu que pour l'été prochain, donc ça ne va pas être tout de suite. Alors, je voulais revenir un peu sur le confinement source d'inspiration. Les conseils de lecture de Michel Windols, là, vous savez, c'est le groupe sur lequel Astrid travaille. Il y a un certain nombre de membres, un certain nombre d'entre vous, une centaine à peu près, peut-être un peu plus maintenant, qui sont connectés sur ce groupe et qui ont une vie relationnelle, une vie sociale, un réseau animé et qui parle d'un certain nombre de thèmes, de livres, de poésie, de peinture, de photos. Voilà. Je partage un petit peu les derniers éléments. Donc là, c'est l'année dernière, j'ai oublié de vous en parler. Donc je vais en parler un petit peu de ce qui s'était passé la semaine d'avant. Donc Michel Windols qui nous conseillait deux lectures, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et bien sûr le livre de Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t'appelle, qui est un magnifique livre. Il est venu nous en parler en septembre dernier à Saujon, Boris, lors de sa visite au terme, à l'occasion du congrès qu'on avait organisé et qu'il avait fait venir. Je voulais dire également un mot de la citation de Milena Tussaud qui nous dit, en parlant de Pablo Picasso, qui le cite, il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune, mais il y en a aussi qui font d'une simple tache jaune un véritable soleil. Un beau petit message d'un homme célèbre. Je voulais dire également un petit mot toujours de Milena Tussaud. J'étais assez sensible à sa photo d'en bas, dans une forêt. Elle prend une photo et on voit les arbres qui montent comme ça, pas jusqu'au ciel, mais presque. Et la réunification des arbres tout en haut laisse un tout petit rond qui donne l'impression d'être une sortie de tunnel. Et je trouve que cette image est assez évocatrice de ce qu'on vit, parce que finalement, on est dans un tunnel et on sent bien que la lumière va un jour réapparaître, parce que ce virus, il va disparaître un de ces jours, mais forcément, on est encore loin d'être au soleil, on est juste dans la pénombre actuellement, et on voit simplement un peu cette ouverture-là, des arbres qui sont serrés les uns contre les autres, mais qui laissent une petite ouverture et une petite fenêtre vers le soleil. L'image est très belle. Bravo à cette photographie. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai eu une réunion hier téléphonique en visioconférence avec quelques universitaires, et il a été question de la sortie de la fin du Covid. Et alors, il y a deux hypothèses, il y a deux théories qui s'affrontent. Il y en a une qui dit, le Covid, il va rester longtemps parce que, malheureusement, avec le confinement, on réduit le risque de transmission. Et puis, il y en a d'autres qui disent que d'une manière générale, ces virus, ils s'arrêtent d'eux-mêmes et ils s'arrêtent assez rapidement d'eux-mêmes. C'est la durée de vie, c'est 3-4 mois, 5-6 mois, bon, un peu plus avec la Chine, mais je dirais, voilà, c'est quelques mois. Et donc, pour certains, le virus passerait pas l'été et il ne reviendrait pas.
Voilà, donc ça, c'est une hypothèse. Moi, c'est quelque chose d'assez nouveau dans mon esprit. J'avais peu intégré cette notion, mais je vois que certains l'ont quand même bien intégrée et en ont une assez forte conviction. Alors, je reviens à mes petites images et autres messages. Alors, Gérard Charpie, il me dit, pensez-vous qu'il est préférable de le faire cet automne ou la reporter l'année prochaine? En parlant de la cure, eh bien, ça dépend de votre état. Mais je pense que j'espère bien que d'ici l'automne, on sera réouvert et je peux vous dire que je pense que je ne vais pas lâcher les journalistes pour qu'ils mettent la pression sur le gouvernement et j'espère que ça fera autant. Je compte sur Béatrice Panier également, qui est une formidable ambassadrice pour nous aider dans cette démarche, parce que je suis sûr qu'elle sera capable de le faire, et peut-être que plein d'autres d'entre vous sont capables de se mobiliser pour aller bousculer un petit peu nos gouvernements. Et je sais que rien n'est mieux que nos ambassadeurs que sont les curistes. Donc oui, pour Gérard, je pense que dans ces cas, si vous n'êtes pas bien, votre cure, il faut la faire à l'automne. Ça me semble évident, il ne faut pas traîner. Et nous, on accueillera les gens. Alors, évidemment, on aura un nombre limité, mais enfin, si on a 6 mois de cure à faire, on va quand même recevoir du monde, hein, ne vous inquiétez pas. Surtout il est probable que à l'ouverture, on n'ait pas l'autorisation d'ouvrir les centres de la partie remise en forme, ce qui fait qu'on aura sans doute la possibilité de faire des cures de 7 h du matin jusqu'à 20 h. Donc, on pourra avoir quand même beaucoup de monde à un moment où on en verra, même si ça sera limité en nombre de patients qui passeront en même temps aux soins. Voilà, je regarde encore. Professionnel, nous aidant à faire nos projets communs. Oui, je ne sais plus ce que c'était. C'était un vieux truc, donc je n'ai pas d'autres commentaires à vous dire. Alors, là, Mélena Tussaud, elle nous conseille 2 livres. Le Petit Prince, je pense que vous connaissez de nom, et puis L'Art du Bonheur par le Dalai Lama, aux éditions Robert Laffont. Michel Windels, j'espère que je le dis bien, elle me conseille de lire un vieux livre qu'on a certainement, moi que j'avais lu quand j'étais tout jeune adulte, L'Alchimiste, Paulo Coelho. L'histoire est assez magnifique, une belle aventure. Et puis, elle me conseille également La Lectrice. Voilà, j'arrive pas à lire d'où vient le livre. Bon, Milena vous dira plus d'informations au besoin. Et Marie Le Bihan, elle nous dit de lire, c'est un beau jour pour ne pas mourir. Ah oui, le titre est sympathique. Voilà. Quelques minutes couchés dans l'herbe, l'un contre l'autre, et regarder sous les jupes des arbres. Thomas Vino. Les fleurs de Patricia Carré. Patricia, c'est celle qui a écrit ce livre sur le burn-out, que je vous recommande de lire si vous pouvez, parce qu'elle exprime parfaitement le vécu et le dynamisme de la pathologie dans ce processus de dépression lié au burn-out. Et également Béatrice Panier, qui également, mais ça je pense que vous êtes au courant, a écrit un livre sur ce thème. Donc Patricia nous fait un beau bouquet de fleurs. Alors je ne suis pas un spécialiste des plantes, je ne saurais pas vous dire si ce sont des roses, et puis je ne vois pas très bien. Ça semble être des roses, mais je ne suis pas certain de moi. Et voilà, en tout cas, merci pour ces belles photos. Une citation, le plus important, ce sont les petits soleils de chaque jour. Un sourire, un mot d'encouragement, un échange, un petit plaisir ou un grand. Tout ce qui nous rend heureux, joyeux, vivants. Tous les petits soleils qui illuminent nos journées à côté desquelles il ne faut surtout pas passer. Eh oui, message de sagesse. Alors, la peinture et les mandalas. Eh bien, merci donc à Marie Le Bihan, à Sophie Saban, Isabelle Berthaud, Christelle Curat pour ces mandalas. Sophie Saban, c'est assez original ce qu'elle nous a fait là. Vraiment des belles œuvres. En peinture, on a Marie Le Bihan qui me fait un très très beau dessin, là, très coloré, avec 2 visages humains et une main ou un doigt qui semble faire le lien entre ces 2 visages. Donc, très très bien tout ça. Marie Le Bihan qui nous parle également d'un voyage, ça marche à pied dans le temps, et elle nous fait une belle photo d'un château au bord d'un fleuve. Voilà,
un certain nombre de messages passés comme ça. Tout ça est très, très intéressant. Merci à chacun pour ces nombreux messages. Je vais peut-être commencer à répondre à vos questions pour vous laisser un peu la parole maintenant, parce que je pense que je me suis bien exprimé sur ce que j'avais à vous dire, des informations qui me paraissent importantes. Alors, je vais commencer par quelques questions. J'ai personnellement peur du déconfinement, de la foule, le bruit, maintenant habitué au silence. Eh bien, oui, je pense que le confinement, c'était un peu une interview que j'ai passée dans un journal ces jours-ci, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui. On me demandait comment ça allait se passer pour les gens. Ça a été repris d'ailleurs dans le France 3 d'aujourd'hui par le journaliste de France 3 du littoral. Eh bien, il reprenait cet exemple. Vous avez un marin qui part pendant 3 semaines faire la transatlantique. Et bien, quand il revient, effectivement, il n'a plus tellement envie de parler avec les gens. Il a trouvé son mode de vie, son mode de fonctionnement, il est dans son cocon. Et il n'a plus forcément envie, il n'a plus l'énergie forcément pour aller chercher des choses relationnelles à nouveau. Et vous avez un certain nombre de gens parmi nous, qui sommes plutôt des gens timides, un petit peu réservés, un peu discrets, qui n'aiment pas forcément le monde, qui aiment bien les commerces un peu vides, etc. Rien ne vous empêche de continuer à vivre un peu comme ça. Pas trop quand même, parce que je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux, comme il est dangereux, par exemple, de se coucher à 4 heures du matin, tous les soirs et tous les jours un peu plus, comme il est dangereux de décaler ses horaires de repas, comme il est dangereux de changer ses modes de vie habituels ou les plus normaux. Et il faut toujours faire attention à ces glissements qui nous amènent de temps en temps à se retrouver dans des positions qui, à court terme, sont tout à fait acceptables, mais à long terme posent des problèmes. J'en ai pour preuve les retraités. Vous prenez un retraité qui vraiment souvent dit « Ah, j'en ai marre du travail, vivons la retraite, ça va se passer bien, etc. » Et puis, comme ils n'ont plus d'ambition, comme ils n'ont pas de projet pour la retraite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, ils s'éteignent. Ils n'ont plus de goût à se lever, ils n'ont plus de goût à avoir des horaires, ils n'ont plus de goût à sortir de chez eux, ils n'ont plus rien à raconter à personne aussi. Ils ont peut-être un petit peu honte aussi de leur situation, etc. Donc, faire attention aux effets néfastes du confinement validé par soi-même. Je pense qu'on est des êtres de relations, on a besoin de confronter à des réalités, on a besoin de confronter au monde, on a besoin de confronter aux autres. Voilà, et bon, je comprends qu'on ait effectivement peur de la maladie. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur de la maladie. Elle est en chute libre actuellement. Il y a quand même beaucoup moins. Moi, je suis dans un endroit où je ne croise jamais personne qui a la maladie. Enfin, a priori, aucun de malade n'a la maladie. Tous les jours, on prend la température matin et soir. On n'a pas un cas déclaré, il y a un doute depuis 3 ou 4 semaines. Dans ma famille, personne n'est malade. Dans mes relations professionnelles, personne n'est malade. Dans les relations personnelles de mes collègues, personne n'est malade. Enfin, franchement, on compte sur les doigts de la main des gens qu'on connaît indirectement qui sont malades. Donc, pas un truc qui touche tout le monde. Voilà. Donc, qu'on soit prudent, oui, mais que ça nous encourage à être totalement confinés durablement, moi, je pense que non. Voilà. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas le faire, mais je pense que c'est préférable que non. L'anxiété revient avec le déconfinement. J'habite près de Marseille et les gens s'en fichent. Alors ça, c'est une question qui est assez complémentaire de la précédente. C'est vrai que le déconfinement, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous habitez près de Marseille, tout le monde dit, et ça semble vrai, qu'à Marseille, il y a très peu de cas de malades. Franchement, moi, je ne m'inquiéterai pas trop. Prenez votre masque. Moi, je l'ai là, je peux le d'ailleurs. Moi, j'ai un masque toute la journée. Eh bien, regardez, voilà. Prenez votre masque comme ça. Et je vous garantis que moi, ça fait 2 mois que je porte le masque. Eh bien, je n'ai jamais été l'impression d'être inquiété. Au début, j'ai eu 2-3 patients qui ont été malades. Avec le masque, je n'ai pas été malade. Donc, non, il faut pas trop vous inquiéter. Je pense qu'il faut mesurer quand même la pression médiatique
la pression psychologique qu'on nous met sur les épaules. Il ne faut pas oublier encore une fois que les statistiques sont assez fiables maintenant. 0,57% de gens qui meurent de cette maladie. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Ça veut dire qu'il faut quand même, il faut la voir, la maladie. Aujourd'hui, par exemple, dans la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est 1,5 sur 100 qui a eu la maladie, qui était en contact avec le germe. Donc, vous avez 1 sur 100 qui était en contact avec le germe, et là-dessus, vous en avez moins de 1 sur 100 qui est mort. Donc, qui va mourir. Ça veut dire que vous avez 1 pour 10 000. 1 pour 10 000, c'est très, très faible. Prenez un chiffre au hasard. Et imaginez que entre le chiffre que vous avez et le chiffre que j'ai, on est le même. Enfin, vous vous rendez compte, c'est invraisemblable. C'est même pas imaginable, 1 sur 10 000. C'est tellement peu que ça ne mérite pas de s'inquiéter comme ça. Il ne faut pas exagérer. Donc, moi, je vous encourage à vivre avec un masque, prudemment, pas forcément exagérément à l'extérieur. Enfin, vous pouvez sortir, faire vos courses quand même, avec le masque et en respectant les consignes de sécurité, les gestes barrières. Franchement, aucun problème. Enfin, moi, c'est mon sentiment, Céline. Faites ce que vous voulez. Hein. Maintenant, si ça vous terrorise, restez chez vous. Rien ne vous oblige. C'est ce que j'expliquais dans le journal. Personne ne vous mettra un PV, une amende, parce que vous restez chez vous. Ça, c'est quand même le gros avantage. Autant pour le confinement, vous pouvez prendre un PV, autant pour le déconfinement, ce côté-là, si vous restez dans votre zone géographique, vous risquez rien. La foule me fait peur. J'ai peur du déconfinement. Eh ben, c'est la même question, donc c'est la même réponse. C'est quelque chose, là vous résumez un peu les deux personnes d'avant. Vous avez à la fois peur de la foule et vous avez aussi peur un petit peu de choper la maladie. Ben oui, l'angoisse est là. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas égaux devant l'angoisse et vous avez une angoisse qui vous gêne un peu plus que les autres. Donc forcément, ça vous bloque un peu dans votre relation à l'extérieur. Je vous encourage quand même à essayer de lutter. Vous savez comment on soigne les phobies? En thérapie cognitive et comportementale, c'est devenu la thérapie vraiment majeure aujourd'hui en psychiatrie, en dehors des médicaments et puis des moyens institutionnels comme l'hospitalisation ou la cure dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, on soigne les gens essentiellement par des thérapies cognitives et comportementales. Les thérapies cognitives et comportementales, c'est l'apprentissage de la maîtrise de ses émotions. J'ai peur de faire ça, ben je le fais tous les jours un petit peu, et tous les jours un petit peu plus, pour m'habituer à le faire le plus en plus naturellement. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas parler en public, j'avais un peu de gêne quand j'étais en public, je n'aimais pas trop des situations inconnues, prévisibles. Bon, ben, aujourd'hui, ça ne me gêne plus. Vous voyez, enfin, ce sont des choses que beaucoup d'entre nous arrivons à dominer avec le temps. Donc, je vous encourage véritablement à dominer cette peur à l'avenir. À Paris, les gens ressortent. Nous ne sommes que le 7, je ne vous raconte pas le 11. Ah, ça. À Paris, je crois que c'est particulier, parce que, enfin, je ne dis pas à Paris, hein, mais je pense que c'est très, très particulier, Paris. Hein. Je peux comprendre que les Parisiens soient en difficulté par rapport à ça. À mon avis, le vrai risque pour Paris, ça va être, alors peut-être les grands centres commerciaux, voilà, et puis les transports en commun. Ça, il faut reconnaître que, enfin, manifestement, vous ne serez pas autorisé à prendre les transports en commun si vous n'avez pas une raison professionnelle de vous déplacer. Mais s'il y a une source d'inquiétude, elle est là, parce qu'effectivement, dans les métros, vous n'aurez certainement pas les 4 mètres carrés respectés si tout le monde prend le métro pour le travail. Donc, le danger à Paris, à mon avis, il va être là. Pour le reste, que les gens sortent dans les rues, s'il y a un espace important entre les gens, je crois que ça ne sera pas par le regard, hein, le coronavirus, hein, ça ne sera pas par le regard, hein, ni par la parole. Enfin, si vous avez de la distance, si vous avez 2-3 mètres entre vous, un masque, vous n'avez aucun risque. J'ai vu une étude, ça c'est intéressant aussi, j'ai vu une étude italienne qui a testé la transmission du virus à 2 mètres de distance avec des masques. Pas de risque. 2 patients, alors ils ont eu le cas dans un certain nombre de situations, 2 patients face à face, à 2 mètres de distance, avec le masque. 0 cas de Covid transmis. Voilà. Donc c'est quand même important de savoir que la distance et le masque sont des garanties pratiquement à 100% de ne pas choper le virus. Donc à partir de là, vous n'avez aucune raison
de vous rester confiné si vous n'avez pas envie de le faire. Quelles raisons sont invoquées pour maintenir les terres fermées? Fanfan. Eh bien, en fait, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a une, c'est la même que pour tous les commerces, comme les restaurants, les hôtels, c'est-à-dire le croisement des gens. C'est la seule raison. Cette raison, elle est valable. Mais elle est valable, mais oui et non. Elle est valable, mais bien sûr qu'il faut qu'on s'organise. Et bien sûr qu'on est, enfin, je veux dire, on est évidemment prêt à s'organiser. Je vous dis, à avoir, au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 100 par heure, ben on en voit 40 ou 50. Voilà. Et on fait un circuit pour que les patients ne reviennent pas sur place, ou se croisent pas ou peu. Ou voilà, on peut faire un sens de la circulation, on peut mettre un vigile à 2-3 endroits clés pour qu'il y ait des stops, etc. Enfin voilà, c'est extrêmement simple. Voilà. Après, que les gens ne veulent pas venir parce qu'ils ne veulent pas prendre le moindre risque, ça je l'entends très bien, il n'y a pas d'obligation. Mais je ne vois pas tellement aujourd'hui pourquoi tous les gens qui souffrent sont angoissés et n'ont pas accès à ce type de soins, alors qu'ils le souhaitent et qu'ils le désirent, ils sont prêts à prendre un tout petit risque en accédant à des soins qui ont une dimension un peu collective, par le fait que les gens vont se croiser, eh bien, je ne vois pas pourquoi ça serait interdit, alors que le métro est autorisé, alors que tous les transports en commun sont autorisés, les écoles vont être ouvertes, il n'y a pas de logique. Honnêtement, il n'y a pas de logique. Sauf à penser que les établissements thermaux sont incapables de faire ce que sont capables de faire les écoles. Une pétition pourrait être mise en place pour la rupture du thermalisme, Marietou. Ben oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, toute initiative est intelligente et intéressante. Pourquoi pas créer une pétition? J'entends cette information et peut-être que on va y réfléchir. Si vous avez l'un d'entre vous envie de le faire, je fais confiance un peu à notre amie. J'espère qu'elle est là aujourd'hui. À notre amie de Caen. Qui est, je n'ai pas vu votre nom, je suis désolé. Je sais, je vieillis un peu, hein, donc puis ce Covid, là, ça a dû me toucher le cerveau. Voilà, non, je rigole. Mais non, je suis désolé, je n'ai plus votre prénom et votre nom en tête, pourtant on se connaît bien. Donc, je suis sûr qu'elle va trouver une solution pour diffuser cette information auprès Béatrice Panier, effectivement, qui est en train de m'écrire un petit mot. J'espère bien en effet que nous pourrons très vite revenir en cure et si je peux faire quelque chose pour cela, je serai ravi. J'aurais une idée à vous suggérer en message perso tout à l'heure. Vous voyez, donc Béatrice a déjà réagi et vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de lui dire qu'elle avait déjà deviné ma pensée. Y aura-t-il plus de curistes au moment de la réouverture? Source de stress supplémentaire. Non, il y aura pas plus de curistes parce que, vous avez compris, on va contrôler le nombre de curistes. On va augmenter le nombre d'heures. Il y aura peut-être autant de curistes qu'avant, mais ça sera étalé non pas sur 6 heures comme avant, mais sur 12 heures à peu près. Vous voyez, donc on ne dépassera sans doute pas une quarantaine de curistes sur une heure, sur les tranches d'une heure et demie. Et donc, vous avez, à mon avis, enfin, ça sera un risque zéro, mais enfin, 0,5 ou 0,2 ou 0,1, parce qu'on va dire 0 dans la mesure où on croise des gens. Voilà. Et puis, on aura des températures à l'entrée de la station, on aura un certain nombre d'informations données pour le surveillant de suivi pour que tout soit sécurisé au maximum. Isis, elle nous demande, y aura-t-il plus de curistes au moment de la réouverture? Je crois que j'ai répondu, je suis en train de me répéter. Alors, que dit Arlette? Le confinement a-t-il pu être positif? Eh bien, c'est une très bonne question. Et très honnêtement, je vous dirais que le fait d'en sortir me donne un petit peu plus de points positifs pour le confinement. Je pense que le confinement a quand même des points positifs. Sur la maladie virale, bon, indiscutablement, ça a ralenti le processus. Sur nos habitudes de vie, notre façon de vivre, ça nous a éduqués à être plus civiques vis-à-vis des autres et à être plus prudents vis-à-vis de la maladie. Maintenant, on l'est bien prudent et je pense qu'on est bien éduqué. Sur la vie personnelle, je pense que ça a été une bonne chose dans certains cas pour nous apprendre
à être un peu moins hyperactif et à pouvoir accepter de vivre un peu moins dans la dépendance à une activité débordante. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Je pense que ce qui était positif aussi, c'est que je pense qu'on a abordé dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans nos relations amicales, des sujets plus graves, plus importants que le fait de rentrer à l'heure, de faire ses courses, de ci, de ça, voilà, de rigoler, de s'amuser comme on le fait dans la vie normale, et de faire 350 000 choses par jour pour en faire comme si la vie était une consommation permanente. Je pense que là, on est entré dans des heures beaucoup plus graves, et cette gravité nous aidera peut-être à prendre du recul, à être un peu plus en hauteur par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos décisions, par rapport à nos dépendances, par rapport à nos addictions. Je crois sincèrement qu'on aura appris cette expérience. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai le sentiment que ça nous aura appris. Je trouve aussi que ça nous a permis d'avoir des relations nouvelles avec des gens proches, que ce soit moi dans ma famille, au travail. Je pense que c'est une expérience qui nous aura fait vivre quelque chose de différent, qui nous aura marqué, et positivement, je crois, parce que on aura eu des échanges différents. Je trouve que on entend des voix aujourd'hui qui sont des voix qui changent un petit peu. Avant, on avait un discours dans la société qui était très lisse. Hein, on ne pouvait pas dire ci, on ne pouvait pas dire ça. Aujourd'hui, on voit que les gens n'ont pas tous le même avis, qu'il y a des débats, qu'il y a aussi des questions sur le sens de la vie. On reparle un petit peu du sens de Dieu, voilà, de la question de la spiritualité. Je trouve que c'est intéressant que cette question reprenne un tout petit peu sens dans nos vies, parce que qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est une vraie question de l'existence. Et avant, on sentait bien que c'était impossible d'aborder ces sujets-là. La question de la mort aussi est un sujet grave. Ça fait peur, mais on ose en parler un petit peu plus peut-être. Voilà. Je trouve qu'il y a des messages forts aussi. On a des gens qui s'engagent dans des discours puissants, et c'est des voix qu'on n'aurait pas entendues il y a 3 mois si on n'avait pas eu cette maladie. Donc vous voyez, paradoxalement, le confinement, c'est une horreur. Ça nous a quand même beaucoup gênés. C'est très très source d'angoisse, ça va bouleverser des vies pendant des mois et des mois, mais ça aura pu avoir des effets positifs. Ça aura peut-être permis aussi à des gens de mieux dormir, aussi peut-être des gens qui étaient fatigués, qui avaient besoin de se reposer. Donc oui, je pense qu'il y a des aspects positifs, et je pense que certains d'entre nous en retireront des choses tout à fait positives. J'ai le sentiment que les médias nous conditionnent. Patricia, oui, je pense effectivement que les médias nous conditionnent, mais encore une fois, les médias nous ont fait voir aussi des personnes de qualité, des personnes qui avaient des choses à dire, des choses à raconter. Voilà. Mais évidemment, les médias ont fait du commerce, elles ont alimenté leur circuit interne, elles ont fait tourner leur machine, elles ont fait du buzz, du spectaculaire, et nous, on s'est laissé prendre dans ce truc. Et si le gouvernement a été aussi dans cette position, c'est parce qu'il a peur des médias, ne nous cachons pas. Je lisais un article de Bernard-Henri Lévy ce week-end, qui était très très intéressant. En 68, on a eu la même grippe en 68, 30 000 morts en France, 1 million de morts dans le monde. En 57 et 58, on a eu une autre grippe. Les deux sont chinoises à chaque fois. 2 millions de personnes mortes dans le monde et 100 000 en France. Vous voyez, c'est pas rien, hein, c'est pire que ce qu'on a vécu là cette année. Eh bien, pour l'instant en tout cas, eh bien, il n'y a jamais été question de confinement. Le confinement, c'est la conséquence des médias qui nous mettent une pression, gouvernementale très très forte. Et nous, on alimente un peu nos médias aussi par notre présence, nos écoutes et notre attention, etc. Ils nous façonnent, on les façonne, etc. Donc il y a une espèce d'auto-alimentation du système, et c'est difficile de dire qu'il y en a un qui est plus responsable que l'autre. Voilà. En tout cas, on est dans ce système-là. Donc on a géré ça, on a vécu avec ce système-là, on a sauvé des vies d'un côté, on a créé des traumatismes de l'autre, au plan psychologique. On va sans doute créer un drame économique retardé, parce qu'il y a des gens qui vont probablement pas s'en sortir sur le plan économique. Bon, il faut que tout ça redémarre maintenant, parce que il faut quand même qu'on est sur Terre. Voilà. Mais les médias, oui, nous conditionnent beaucoup. C'est le troisième pouvoir, je crois, les médias. C'est ce qu'on dit, il me semble. Le quatrième, on me dit que c'est le quatrième. Je ne sais plus trop où on en est avec tous ces pouvoirs. Martine, pour terminer, parce que après, il sera 6h moins le quart dans 10, donc j'en terminerai là.
Martine nous pose une question. Les policiers qui abusent de leur pouvoir nous font peur. Vous voyez, on parlait des pouvoirs, eh bien, on rebondit sur les pouvoirs. Oui, les policiers, il y a de tout, hein, comme dans tous les métiers, dans toutes les professions, vous avez tout. Vous avez le policier qui m'a mis une amende parce que j'allais travailler et qui s'est jamais remis en cause, alors qu'il sait parfaitement qui je suis et qu'il habite à 100 mètres de la clinique où je travaille. Bon. Je n'ai pas une admiration sans limite pour notre ami, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Il a fait son boulot, je pense qu'il l'a mal fait, comme certains médecins font mal leur travail. À un certain moment, c'est l'histoire de conviction. Je comprends son raisonnement. Il considère qu'il a une mission, il ne faut pas s'en détourner, qu'il y a une seule vérité et qu'on ne peut pas commencer à rentrer dans la discussion et le schéma contradictoire. Sauf que la loi dit aussi que les médecins sont autorisés à travailler et qu'on ne peut pas les punir. Bon, donc vous voyez, tout ça est quand même très curieux parfois. Et oui, vous avez des policiers qui ont une finesse d'analyse qui est meilleure que d'autres, sans aucun doute. Comme vous avez des chefs d'entreprise qui ont des finales d'analyse plus justes que d'autres, et on n'est pas toujours tous justes dans nos situations de vie, en tant que parents, en tant que frères, sœurs, amis, on peut faire des erreurs de jugement, des erreurs de… Voilà. Donc, il faut aussi être humble et accepter que tout ça, ce sont des pouvoirs qui sont des pouvoirs reconnus, indispensables. On a besoin des policiers, on a besoin des gendarmes, on a besoin des médecins, on a besoin des politiques, on a besoin des journalistes. Ils ont tous du pouvoir et il faut vraiment admettre que leur pouvoir, certains sont meilleurs que d'autres. Parfois, certains font des erreurs aussi, même s'ils sont très bons. Et il faut admettre que, voilà, on dépend un petit peu de ces gens-là. Il ne faut pas en avoir trop peur non plus parce qu'on a quand même aujourd'hui des médias aussi qui nous défendent et puis des organismes, des associations qui nous défendent. Et on est quand même dans un système de grande liberté, même si je dis ça alors qu'on a passé 2 mois en confinement quasiment total. Donc, la liberté, on l'a bien perdue durant ces 2 années. Voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser. J'écoute beaucoup le Rosa Raoult, c'est très rassurant. Alors, je réagis à Yvelise parce que j'avais fait un post, en réalité, à une tribune, le week-end dernier, sur le professeur Raoult. Et puis, je l'ai gardée, cette tribune, parce qu'elle était finie. Et c'est au moment où j'ai fini cette professeur que j'ai entamé la tribune sur le thermalisme. Et donc, j'ai pensé que la tribune sur le thermalisme était plus urgente et que ma thématique était peut-être plus forte, plus essentielle, que je l'ai mise cette semaine. Mais, et je la garderai peut-être la semaine prochaine encore, cette tribune. Mais je pense que dans 15 jours, je ferai une tribune sur le professeur Raoult et ses relations avec les autres professeurs. Et je crois qu'effectivement, je pense qu'il a raison, ce monsieur. Il a raison dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'être, dans sa vision peut-être aussi. Je suis un peu moins sûr, mais je pense en tout cas qu'il n'est pas dans un discours de… Vous voyez, aujourd'hui, on voit bien, il y a ceux qui sont dans la bien-pensance, mais qui ne veulent pas que les choses bougent, ou que les choses bougent très doucement. Voilà. Ils ne voient pas l'importance aussi de l'engagement, de la rapidité, de la réactivité. Et je pense que le professeur Raoult, il est dans quelque chose de cet ordre-là, qui surprend, qui gêne, qui dérange. Et je pense que c'est parfois quelque chose de positif, même si c'est politiquement pas toujours le plus accepté. Puis je vois aussi que le professeur Raoult, il est quand même soutenu par des gens très sérieux, comme par exemple notre ancien ministre de la Santé, Douste Blazy, qui quand même connaît un petit peu les systèmes en question, hein, puisqu'il connaît un petit peu le système de santé, il a un regard un peu aiguisé sur les réalités des établissements, des systèmes de santé en France. Voilà, donc je trouve que cette petite phrase sur Monsieur Raoult est importante. J'ai vu un film sur lui qui est intéressant, qui montre un personnage effectivement en couleur, qui a été un peu descendu par les journalistes, parce que vous savez, il y a les journalistes à charge, puis les journalistes qui sont plutôt positifs. Là, c'était vraiment à charge, mais en réalité, ce qui a été dit sur lui n'était pas extrêmement dérangeant, et certainement qu'il a un côté un peu dans l'excès, dans la passion qui le rend un petit peu excessif, comme peut-être beaucoup de Marseillais, de réputation en tout cas, et dans les stades de foot, on envoie une brochette de temps en temps, mais c'est vrai que ça n'empêche qu'il a le mérite d'être très engagé dans ce qu'il fait,
et d'avoir un discours qui est un peu rassurant, comme vous dites, et c'est juste. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. J'ai pas fait de relaxation, mais voilà, on va tout faire. Il faut savoir en prendre et en laisser. Il faut arrêter de vouloir être perfectionniste. Je vous remercie parce que vous avez été très nombreux manifestement à réagir, à parler, à écrire. Je vois défiler sans cesse là des petits mots. Voilà. Mais écoutez, j'entends encore une petite remarque qui m'est donnée. Le live, oui, le live va continuer au-delà du 11. Au-delà du 11, je ne sais plus quel mois on est, du 11 mai, on continue, les amis, hein, on continue. Alors, c'est vrai que vous êtes plus confinés, donc peut-être que vous avez moins besoin, je ne vous oblige pas à venir me retrouver, mais je pense qu'on va continuer quelque temps encore. Voilà. Alors, je ne sais pas si je le ferai tout le temps, toutes les semaines. Pour l'instant, je le ferai. Peut-être que je vous pose la question, est-ce que c'est pour vous très important que je vienne tous les jeudis à 17h, ou est-ce que je peux être représenté par quelqu'un d'autre, par un psychologue ou un confrère, je ne sais pas, enfin, il n'y aura pas 25 candidats, mais peut-être un ou deux collègues qui pourraient peut-être intéresser pour de temps en temps prendre la parole. Voilà. Je pense qu'on va continuer le live autant que possible, un certain temps. Et puis, je pense par contre que si vous le voulez, je reviendrai le plus longtemps possible. Peut-être que je mesurerai à un moment donné, parce que quand même, j'ai beaucoup de travail, et puis ça remonte beaucoup au niveau de l'activité médicale, et puis j'ai d'autres projets que ça, bien sûr. Mais par contre, si vous l'autorisez, ou maintenant ou plus tard, peut-être que je proposerai à une ou deux personnes de prendre ma place pour répondre à des questions, peut-être différentes d'ailleurs, différemment que je ne le fais aujourd'hui. En tout cas, merci à vous de votre présence, de toutes vos questions, de participer comme ça, comme vous le faites à ces relations. Et j'espère vraiment du fond du cœur, j'espère qu'on vous est utile, que tout ce qu'on fait sert à quelque chose. Et votre présence régulière et vos contacts réguliers nous font penser qu'on est dans le vrai. Et voilà, j'espère que vous le confirmerez. Je vois pas ce que je lis dans les documents. Je m'auto-rassure un peu là, en même temps que je vous parle. Merci à vous. À bientôt, bonne semaine, et à jeudi prochain, si tout va bien. Allez, surtout que le jeudi d'après, ça sera pas le cas, puisque là, je réponds en fait à la question d'avant. Jeudi 11. Oui, on se reverra. Jeudi 18, je crois que c'est l'Ascension. Oui. Et à un moment donné, c'est l'Ascension. Voilà, jeudi 21. Je crois que c'est l'Ascension. Donc, on se verra jeudi prochain, qui doit être le 16 ou 17 par là. Par contre, on ne se verra pas le jeudi de l'Ascension, puisque c'est férié. Et là, pour le coup, je ne reviendrai pas pour ça. Mais je serai là le fois d'après, c'est-à-dire le 28. Si tout va bien, je serai là. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir.